tout le monde. Le professeur m'a demandé d'organiser et d'animer ce webinaire pour lequel elle a choisi le thème le notaire face au défi de la numérisation. Alors il faut savoir que ce webinaire devait avoir lieu sous forme d'un séminaire en présentiel puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'une convention de collaboration et de rapprochement entre le Conseil régional des notaires de Rabat signée entre le Conseil régional des notaires de Rabat et la faculté de droit de Rabat-Agdel. Cette convention a pour objectif justement de rapprocher les professionnels que sont les notaires et les étudiants. D'une part, pour vous expliquer et vous présenter cette profession, et d'autre part, pour vous aider dans vos travaux de recherche. Alors, le webinaire que je présenterai tout à l'heure sera euh, enregistré et mis sur la chaîne YouTube de la faculté de droit et vous allez pouvoir le visionner autant de fois que vous voulez. Malheureusement, on n'a pas pu le faire en live, mais cela n'empêche que vous pouvez toujours poser vos questions et je tâcherai d'y répondre avec le plus grand plaisir. Mais tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Emin Znebal. Je suis notaire en exercice depuis 20 ans. J'ai également occupé les fonctions de président du Conseil régional des notaires de Rabat pendant 2 mandats, de 2013 à 2019. Et j'ai eu également le privilège de conduire le projet de digitalisation de la profession pendant plusieurs années. Et cela a permis la création d'un système d'information qu'on appelle, qui est communément aujourd'hui appelé par les notaires, le système Zortiak. Après ces propos introductifs, je passe maintenant à la présentation de mon diaporama. J'ai choisi de répartir le plan en 4 grands axes. D'abord, on va parler du notariat, ensuite la preuve littérale, pour voir quelle est la place de la preuve numérique. Ensuite, les défis relevés par le notariat en matière de technologie de l'information, notamment ces dernières années. Et enfin, le notaire de demain. En ce qui concerne la définition, le notariat et sa définition, puis le rôle du notaire, il faut remonter aux origines, c'est-à-dire à la loi Ventos, celle qui a institué le notariat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette loi a été adoptée en 1803 à l'époque de Napoléon. Elle définit le notaire comme étant un fonctionnaire public établi pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère authentique ou d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique pour en assurer la date, conserver le dépôt et délivrer des grosses et expéditions. La loi marocaine n'a pas défini, la loi 3209 n'a pas défini le notaire. Mais avant cela, je voudrais parler de la loi du Daïk de 4 mai 1925, celui-ci qui était à l'époque du colonialisme, par lequel le notariat a été institué au Maroc, définissait effectivement le notaire pour dire que c'est un fonctionnaire public français institué au sein de la cour d'appel de Rabat pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité. La loi 3209 qui a abrogé le Daïk de 1925, en revanche, n'a pas explicitement défini le notaire. L'article 1er définit le notariat, la profession, mais ne définit pas le notaire. Ce point a fait couler beaucoup d'encre entre les notaires parce qu'ils regrettent que le notariat ou le notaire ne soit pas défini. L'explication est toute simple. Le législateur marocain n'a pas l'habitude de donner des définitions, ça on le connaît. Il n'a pas l'habitude de donner des définitions. Il laisse ça à la doctrine et à la jurisprudence. La deuxième raison relève du fait que parfois la définition n'est pas une si bonne chose. Je me rappelle en 2000, début des années 2000, une notaire a été déférée en justice, elle avait un procès parce que elle avait touché des honoraires. On a considéré qu'un fonctionnaire public n'a pas le droit de toucher des honoraires sous peine de concussion. C'est après une longue bataille que la consoeur en question a eu gain de cause en cour d'appel pour considérer que la poursuite était infondée et que le notaire, malgré que le fait que le DAE de 1925 stipulait ou énonçait expressément que le notaire est un fonctionnaire public, cela reste un auxiliaire de justice qui a le droit de toucher
une rétribution de la part de ses clients puisqu'il agit à titre libéral. Voilà, donc cela dit, le notaire est un officier public au regard du Dahel formant code des obligations et contrats, notamment son article 418 qui énonce que les actes authentiques sont reçus suivant les solennités requises par les officiers publics. Et le notaire est un officier public puisqu'il confère l'authenticité aux actes qu'il reçoit au vu de l'article 35 de la loi 3209 qui actuellement est en vigueur. Je passe directement au rôle du notaire. Alors, le rôle du notaire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas uniquement confiné dans tout ce qui est immobilier. Le notaire est un auxiliaire de la justice pour recevoir les actes et assurer la sécurité juridique des opérations ou toute relation contractuelle qui est la base du développement économique et social. Toute relation entre créanciers et débiteurs a besoin d'un acte, d'une preuve incontestable pour justement exécuter cet acte le cas échéant et faire prévaloir ses droits. Le notaire donne conseil, donc il est impartial, ce n'est pas le notaire de telle ou telle personne, mais il est là pour appliquer la loi et confectionner un contrat qui est conforme à la loi. L'objectif, bien entendu, est d'éviter le litige. Il est responsable, le notaire est responsable de son acte, de l'acte qu'il établit, devant les personnes, que ce soit disciplinairement ou civilement ou même pénalement des fois. L'article 399 du DOC met la preuve littérale dans un rang, dans le rang supérieur. Il est égal à l'aveu. C'est d'ailleurs l'énonciation qui se trouve dans le DOC. On a l'aveu, la preuve littérale, la preuve testimoniale, la présomption et puis enfin le serment. Dans la preuve littérale, on a justement les types d'actes et les formes d'actes qui sont prévues. Ce sont les actes authentiques et les actes sous seing privé. C'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Comme on le sait tous, le DOC a mis en place deux types d'actes, l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Alors pour l'acte authentique, il a été défini à l'article 418. C'est celui qui est reçu avec les solennités requises par des officiers publics. Qui sont ces officiers? Ce sont bien entendu les notaires. Il y a également le juge, l'agent de l'état civil lorsqu'il établit un certificat de naissance par exemple, ou un PV d'un huissier de justice établi par un huissier de justice, puisque l'huissier de justice établit également des actes authentiques, il est délégataire de la puissance publique. L'acte sous seing privé, celui rédigé de la main des parties ou de la main d'une autre personne, une tierce personne. La différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, l'acte authentique, le rédacteur de l'acte est responsable de l'acte qu'il rédige, qu'il dresse. Cette responsabilité est même aggravée. L'acte, à noter qu'aujourd'hui, le législateur marocain nous a créé une troisième forme d'acte qui s'appelle l'acte à date certaine, qu'on retrouve dans le Code des droits réels, la loi sur la vente en l'état futur d'achèvement, le contrat de bail, ou la loi sur les relations entre bailleurs et locataires. Cette forme d'acte, il est certes qu'elle est citée dans le DOC à peu près 19 fois, mais il faut dire que ce n'est pas une forme à part entière. Personnellement, je continue à dire que l'acte à date certaine est une résultante de l'acte sous seing privé. C'est-à-dire que lorsque l'acte sous seing privé a une date certaine, et pour l'avoir, il faut remplir un certain nombre de conditions, c'est à partir de ce moment-là où on dit que l'acte sous seing privé a une date certaine. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans le slide suivant. Alors, dans ce slide, j'ai mis un comparatif entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé pour démontrer un peu la différence entre les deux du point de vue légal et juridique. Pour l'acte authentique, il fait plein de foi entre les parties et même vis-à-vis des tiers à partir du moment de sa signature. Tout ce qu'il renferme fait plein de foi
et peut être opposable au parti. Il ne peut être battu en brèche qu'à travers une procédure de faux. L'acte sous seing privé, en revanche, doit être reconnu par la personne à laquelle on l'oppose. Il peut être renié, et c'est toute la différence entre les deux. L'acte authentique a une date certaine à partir du moment de la position du sceau du notaire, c'est-à-dire à partir du moment où le notaire signe le contrat, il a une date certaine, il protège aussi bien les parties que les tiers, c'est-à-dire les éventuels créanciers. Cette notion renforce la confiance dans l'acte authentique. L'acte sous seing privé, lui, n'a de date certaine qu'à partir du moment où on remplit les conditions qui sont prévues à l'article 425. Alors, quelles sont ces conditions? Elles sont au nombre de 6. En fait, ce sont 6 critères. Il faut que pour avoir une date certaine, il faut que l'acte sous seing privé soit soumis à la formalité de l'enregistrement, c'est-à-dire présenté à l'administration pour que l'administration l'enregistre. Et pour cela, il faut qu'on paye des droits d'enregistrement. Ou, le deuxième cas, lorsque l'acte sous seing privé est déposé auprès d'un notaire. Là, on voit aussi l'importance accordée au notaire et à l'acte authentique en matière de date certaine. L'acte sous seing privé a également une date certaine à partir du moment de sa légalisation. C'est ce qui est le plus répandu. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est un acte légalisé. On parle très souvent d'acte légalisé et non pas d'acte sous seing privé. Mais en réalité, les deux ne sont pas identiques. Ce n'est pas le même concept. L'acte légalisé lorsqu'un acte est légalisé lorsqu'on le présente à la commune et on soumet la signature à la légalisation devant le président de la commune ou la personne déléguée par lui. Cette personne, après vérification de l'identité, appose un cachet qu'on appelle la légalisation. Enfin, l'acte authentique est considéré comme un titre exécutoire. Il a une force exécutoire, c'est-à-dire qu'il peut être exécuté immédiatement dès sa signature. Le notaire remet une grosse, qu'on appelle une grosse, pour requérir l'exécution des conditions qui y sont contenues. L'acte sous seing privé, lui, n'a pas cette force. Il faut passer par une procédure judiciaire euh, euh, qui soit définitive pour qu'il ait cette force exécutoire. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas encore cet attribut. L'acte authentique établi par un notaire marocain n'a pas la force exécutoire, non seulement parce que la loi 3209 n'en parle pas, mais également parce que le code de procédure civile ignore cet attribut à l'acte authentique marocain, contrairement à ce qu'on retrouve dans d'autres pays, des pays voisins comme la France, l'Espagne ou même l'Algérie. Je crois qu'il faut être patient. Un jour arrivera où l'acte authentique ou l'acte notarié établi par un notaire aura cette force. Voilà en ce qui concerne les formes de la preuve littérale. Passons maintenant au slide suivant sur les rédacteurs. Alors, il y a effectivement un autre amalgame en droit marocain. On retrouve plusieurs intervenants en matière de rédaction des actes. Il y a les notaires, les adouls et les avocats. C'est encore une fois un loupé de la part du législateur, malheureusement. La conséquence, c'est que le consommateur est perdu. Les chercheurs également sont perdus dans cet amalgame. Nous-mêmes, des fois, on est contrariés et perdus. Mais ce qui est fait est fait. Je crois que euh, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. En tout cas, moi je vous présente un tableau où j'ai mis les trois intervenants, c'est-à-dire les notaires, les adultes et les avocats, et j'ai mis les critères qu'on doit retrouver dans l'établissement d'un contrat pour que ce contrat ait une force d'équilibre et une sécurité juridique. Alors, ces critères sont les suivants. D'abord, la délégation de la puissance publique. Seul le notaire est délégataire de la puissance publique, c'est-à-dire qu'il a cette confiance de l'État, ce qui n'est pas le cas pour les autres intervenants. La compétence nationale en matière immobilière, elle est nationale pour les notaires et pour l'avocat, elle ne l'est pas pour l'adoul puisqu'il doit
requérir des autorisations spéciales. Les règles de déontologie sont très strictes. L'impartialité, un notaire ne peut pas établir un contrat pour un proche, un membre de sa famille jusqu'au quatrième degré inclusivement, ce qui n'est pas le cas pour l'avocat, puisqu'il peut établir un contrat d'un de ses clients. Il ne peut pas le faire lorsqu'il a déjà été mandaté dans le cadre d'une procédure litigieuse, mais ce n'est pas, à mon avis, très suffisant. Le devoir de conseil, aujourd'hui, la loi 3209 impose au notaire l'obligation de rédiger le conseil qu'il a prodigué à ses clients dans le contrat, sous peine de mesures disciplinaires. Couverture RC, c'est-à-dire une responsabilité civile, le notaire est assuré auprès d'une compagnie d'assurance contre les erreurs qu'il commet et les erreurs que commettent également ses préposés, c'est-à-dire les personnes qui travaillent chez lui. Cette couverture est fixée à hauteur aujourd'hui de 5 millions de dirhams. Obligation de résultat, ça veut dire que le notaire a une obligation non seulement de rédiger le contrat, mais de poursuivre la finalité pour laquelle les parties sont venues le chercher. Il ne peut pas simplement rédiger le contrat et leur remettre ce contrat. Consignation des fonds, le notaire aujourd'hui dispose d'un compte ouvert à la caisse de dépôt et de gestion où il loge les fonds qui lui sont confiés par les clients. Ce n'est pas le cas pour les autres intervenants. Fonds de garantie, ça veut dire que le notariat dispose aujourd'hui d'un fonds de garantie pour se prémunir contre les malversations, indemniser toute personne qui pourrait subir un préjudice à l'occasion d'une malversation. Contrôle de l'État, le notaire est doublement contrôlé. D'abord, il est contrôlé par le parquet général du ministère des Finances. Il est contrôlé également par l'ordre des notaires. Ce contrôle s'étend sur les registres qu'il tient, les actes qu'il établit et également la comptabilité qu'il réalise. Les archives, enfin, chaque notaire doit absolument garder les archives, les actes, les originaux des actes qu'il établit. C'est ce qu'on appelle, nous, la minute. L'original d'un acte, c'est une minute. Les originaux et le fond de dossier sont gardés par le notaire jusqu'à ce qu'il les transmette à son successeur ou lorsque ces archives peuvent également être remises aux archives nationales après un certain temps. Voilà. Les slides suivants seront consacrés à la preuve numérique. Alors, à l'échelle internationale d'abord, il y a eu les travaux de l'Organisation des Nations Unies à travers la CNUTSI. La CNUTSI est la Commission des Nations Unies chargée du commerce international. Cette commission s'est penchée sur la question du commerce électronique au niveau international. Elle a créé une loi type qu'on appelle l'UNISTRAL. Cette loi définit également ce que c'est la signature électronique. Ensuite, il y a eu la directive européenne de 1992. Cette directive a donné les grandes orientations aux pays de la communauté européenne, les pays membres, pour adopter la signature électronique et l'intégrer dans les lois nationales de leur pays. Au Maroc, c'est en 2007, nous n'avons pas beaucoup attendu. C'était en 2007 qu'il y a eu la promulgation de la loi 5305. Cette loi est relative aux échanges électroniques des données juridiques. Elle a profondément changé et modifié le code des obligations et des contrats. D'abord, il y a eu l'ajout d'un article 2.1 à l'article 2. Celui-ci établit ou considère que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique. Il y a des conditions, bien entendu, auxquelles cet article renvoie. Ce sont les conditions de l'article 417.1 et 417.2. Mais en somme, le législateur marocain a reconnu la validité d'un acte juridique établi sur support électronique. Il y a eu également la réforme du Code des obligations et contrats dans son article 65 qui définit le contrat électronique et les opérations menées par les cybermarchands. Les articles 417 et 425, 426, 440 et 443 ont également été modifiés. Cette loi 5305
a donné les critères d'attribution de la signature électronique. Elle a également défini les prestataires de services de signature électronique. Ce sont tous les prestataires qui sont homologués par l'État pour délivrer des signatures électroniques sécurisées. Ensuite, elle a défini les règles de cryptographie et un arsenal pénal pour réprimer toute personne qui enfreint les règles de loi. Ce qu'on peut dire par rapport à la preuve numérique, alors lié à l'article 2.1 auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, que j'ai cité tout à l'heure, qui qui a rajouté à l'article 417.1 et 417.2, celui-ci considère qu'un acte authentique, qu'un acte électronique a sa validité. Le législateur marocain a adopté la même règle que celle adoptée par la Commission des Nations Unies, en considérant qu'il y a une équivalence complète entre un acte établi sur support papier et un acte établi sur support électronique. Autrement dit, la preuve établie sur un acte sur support électronique ne peut être écartée sous quelque prétexte que ce soit. Elle a la même valeur juridique qu'un acte établi sur support papier. Aucune discrimination ne peut être réalisée à cet égard. Le juge ne peut pas écarter la preuve établie sur support électronique. Au pire, il va la considérer comme un commencement de preuve. Lorsque elle est établie selon les conditions de l'article 417.1 et 417.2, c'est-à-dire lorsque la personne dont émane la signature est bien identifiée, lorsque le document est conservé et l'intégrité des données respectée, ce document a une preuve et a une valeur juridique probante. Il doit être également accompagné d'une signature électronique sécurisée. La signature sécurisée est celle qui est délivrée par les prestataires de services homologués par l'État. C'est ce qu'on appelle la signature classe 3. Cette signature est réputée fiable. Le procédé qu'on utilise généralement, c'est une clé USB. Je vais vous montrer tout à l'heure le modèle d'une signature, d'un spécimen de signature électronique sécurisée. Alors, le slide suivant, je parlerai des exclusions. Alors, curieusement, il y a l'article 2.1 qui exclut du champ d'application de la loi 5305 certains domaines de cette loi. Je cite le code de la famille, tout ce qui concerne de près ou de loin les dispositions du code de la famille. Autrement dit, on ne peut pas établir un mariage par voie électronique, un divorce par voie électronique, ni un acte de succession par voie électronique. Ceci n'est pas possible aujourd'hui, vu cette disposition. Une autre exclusion, elle est relative aux actes sous seing privé, électroniques bien entendu, qui portent sur des sûretés personnelles ou réelles, que ces actes soient de nature civile ou commerciale. Autrement dit, on ne peut pas faire un nantissement par voie d'actes sous seing privé par voie électronique. On peut le faire par voie d'actes authentiques électroniques, mais il n'est pas possible de le faire par voie électronique. Une hypothèque également ne peut pas être faite de cette manière. À noter que l'article 2.1, ce paragraphe-là qui est intégré dans le 2.1, a prévu une exception. Alors, honnêtement, cette exception, je ne la comprends pas beaucoup. Elle dit que, à l'exception des actes établis, ça veut dire les actes sous seing privé établis relatifs aux sûretés réelles et personnelles, ces actes établis par une personne pour les besoins de sa profession. Cela veut dire qu'il est possible pour certaines personnes d'établir des actes SSP lorsque ces actes portent sur des sûretés personnelles ou réelles. Mais franchement, il n'y a pas d'abondance en matière doctrinale pour expliquer ce que ces personnes-là, ni qu'est-ce que vise le législateur par la profession. Peut-être il faudra approfondir par les chercheurs et les juristes cet alinéa.
pour lui donner sa vraie explication. En tout cas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver ni dans les travaux de la commission parlementaire, que ce soit au Maroc ou en France, ni dans la doctrine, une explication satisfaisante par rapport à cet alinéa-là. Toujours dans le cadre de la preuve numérique, voyons maintenant quelle est la place du notariat dans la preuve numérique. Alors, l'Union internationale du notariat a tenu un congrès. Alors, l'Union, c'est une organisation non gouvernementale qui regroupe tous les notariats du monde, les notariats qui ont adopté le système du notariat. Elle regroupe à peu près aujourd'hui 86 pays. L'Union est basée à Rome. Elle a pour objectif de fédérer et de représenter, d'organiser le notariat à l'échelon international. Cette union organise des congrès de manière ponctuelle. Un congrès a eu lieu à Mexico en 2004 sous le thème Le notaire et la conclusion du contrat électronique. Et là, je vous montre un vœu, une des recommandations qu'a émise cette union en 2004 qui dit que l'union souhaite que les notaires membres mettent en œuvre les outils nécessaires pour encourager l'introduction de nouvelles technologies, la formation continue des notaires en matière de signature électronique. Donc vous voyez que très tôt, l'Union internationale s'est orientée, a pris à bras-le-corps ce sujet, s'est intéressée à la signature électronique et à l'acte établi sur support électronique, afin que tous les notariats du monde en fassent de même. La question qui se pose est quelle est la place de la preuve numérique par rapport au notariat au Maroc et en France. Je donnerai l'exemple de la France, je vous expliquerai pourquoi. Alors au Maroc, l'article 417.2, encore une fois, dit que lorsque la signature est apposée par devant un officier public habilité à certifier, elle confère l'authenticité. Cela veut tout simplement dire que le législateur marocain a reconnu l'acte authentique ou l'acte notarié électronique. Euh, de même, en France, l'article 1367 du Code civil dit que quand elle est apposée par un officier public, c'est-à-dire la signature, elle confère l'authenticité à l'acte. Alors, une petite nuance ici, à ce niveau-là, vous remarquerez que pour le législateur marocain, la signature des parties et de l'officier public sont obligatoires. Le législateur dit lorsque la signature est apposée par devant un notaire, ça suppose qu'il y a déjà une ou plusieurs parties qui apposent leur signature électronique, en plus de celle de l'officier public qu'est le notaire. En revanche, pour ce qui est de la France, il est dit que quand la signature est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité. Cela sous-entend que seule la signature de l'officier public, c'est-à-dire du notaire, suffit à établir la preuve de l'acte authentique électronique. Et c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui en France. En réalité, le notaire se limite à recevoir le consentement des parties. Il signe avec une clé qu'on appelle la clé réale son acte et l'acte est ainsi sauvegardé dans un minutier central qu'on appelle le MICEN. Euh, alors, il y a peut-être vous vous posez la question, est-ce que le notariat est-ce que le notaire marocain aujourd'hui signe réellement des actes sur support électronique? La réponse est non. Nous n'établissons pas encore des actes sur support électronique. Tous nos actes sont aujourd'hui sur support papier. Ces actes sont sauvegardés et consignés dans des archives sur support papier. Cela dit, le notariat a pu franchir quelques pas en matière de digitalisation et en matière numérique. C'est l'objet de mon slide suivant. Euh, alors, ce sont les défis relevés par le notariat jusqu'à présent. Et pour en parler, je rappellerai d'abord un constat. Dès les années, depuis les années 90, le notariat les notaires avaient l'ambition d'avoir un système de comptabilité notariale harmonisé, un système électronique pour générer une seule comptabilité.
Il y avait également les procédures administratives qui devenaient de plus en plus lourdes et lentes, fastidieuses, du fait qu'il y avait un plus grand nombre de notaires et les administrations sont devenues euh, très lentes. La réaction n'est pas bonne et donc les délais étaient très 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 longs. Un autre constat, c'est celui de la mise à niveau du notariat marocain. Bon, à partir du moment où le notariat marocain est membre de l'UNIL, il participait à un certain nombre de congrès à l'international, il faisait des séminaires, participait à des séminaires, rencontrait des notaires des autres pays, et nous avons remarqué que les autres pays ont beaucoup avancé dans tout ce qui est digital, et il fallait pour nous également que nous soyons à la hauteur et que le notariat marocain soit au diapason de ces principes. Ce qui nous a poussé à réfléchir depuis 2012, dès qu'on a obtenu la nouvelle loi sur la réglementation de la profession, et la création du nouveau Conseil de l'ordre. Des commissions se sont constituées afin de réfléchir en profondeur sur la question de la digitalisation. Alors, puisque tous les notaires avaient déjà un système informatique propre à eux, plusieurs systèmes, puisque chaque notaire avait son propre système et sa propre organisation, il était difficile de mettre en place un système de comptabilité notariale auquel allait adhérer tout le monde. Donc la stratégie était de euh, chercher à faciliter les procédures administratives. Et pour cela, nous avons imaginé un système qui serait connecté à tous les systèmes d'information de pratiquement toutes les administrations partenaires avec lesquelles les notaires travaillent quotidiennement. Euh, c'est à partir de ce moment où on a réfléchi, justement, comme vous voyez sur ce slide, à un concept où le notaire serait au milieu, le système d'information du notariat serait au milieu, qui permettrait au notaire de se connecter avec les systèmes d'information des administrations partenaires. Je cite ici la Direction générale des impôts, conservation foncière, la Trésorerie générale du Royaume, les banques, CDG, et j'en passe. Donc l'idée a commencé comme ça. Et ensuite, en 2014, nous avons réussi à avoir notre propre système d'information qui est autonome, un système autofinancé par le Conseil de l'ordre et mis à disposition des notaires gracieusement. C'est un système qui est full web, c'est-à-dire accessible partout, à tout moment, de n'importe quel terminal. Et là, je dois souligner qu'en 2014, un système full web, c'est-à-dire un système qui marche dans le cloud, n'était pas quelque chose de facile à faire entrer dans les mœurs, puisque on croit toujours qu'un système local est plus sécurisé qu'un système établi sur le cloud. Bon, malgré cela, le Conseil de l'ordre a pris le pari de créer un système full web afin de diminuer la charge du coût des infrastructures nécessaires pour un système local, un système établi sur place, puisque lorsque vous avez un système full web, euh, il, euh, il est juste nécessaire d'avoir une connexion Internet pour avoir accès au système. En revanche, lorsque le système est local, l'infrastructure et l'investissement est beaucoup plus important. Ce système, qu'on a appelé Tawtiq d'ailleurs, répond à des normes de sécurité. C'est normal parce qu'on envisageait de l'interfacer avec les systèmes de l'administration. Il répond aux normes de confidentialité puisque nous avons présenté un dossier complet à la CNDP, la Commission nationale de protection des données personnelles. Cela a été fait dans les règles de l'art, dans les règles prescrites par la loi 0908. Ça a duré à peu près 6 mois pour être validé. La commission a veillé scrupuleusement à l'étude du dossier. Elle a statué au vu des documents
qu'on lui a présenté, bien entendu, de la sécurité, de la confidentialité qu'on allait y mettre pour protéger les données personnelles. Les données personnelles à la fois des clients du notaire et du notaire lui-même, parce que même le notaire a des données personnelles et la loi, bien entendu, comme vous le savez, exige qu'il y ait le respect de la légitimité de la collecte de la donnée et aussi la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas collecter les informations qui seraient inutiles ou qui seraient disproportionnées par rapport aux besoins, par rapport à la finalité qu'on recherche. Là, on avait juste besoin de collecter les informations concernant l'enregistrement des actes et bien entendu, on ne demande que les documents les éléments ou les données qui sont exigées et nécessaires pour établir l'enregistrement de l'acte conformément à la loi. Il y a également, je dois souligner que le Conseil de l'ordre devait externaliser ce système puisqu'il était pris en maintenance par une société marocaine avec laquelle le Conseil de l'ordre était lié par une convention ou un contrat de confidentialité puisque il est interdit à tout membre du Conseil de l'ordre de euh, avoir accès aux données des notaires. On peut créer des schémas statistiques anonymes, mais pas plus. Le dernier axe sera consacré, comme vous le voyez, aux notaires de demain. Comment est-ce qu'on peut continuer sur notre lancée et avoir un notariat digital? Alors, première exigence est d'abord l'aspect réglementaire. Une profonde réforme de la loi 3209 doit être menée. En 2018, un colloque organisé entre la Chambre des notaires de Paris et le Conseil régional des notaires de Rabat s'est tenu à Rabat, ayant pour thème principal la digitalisation regard croisé. L'objectif était d'émettre un certain nombre de recommandations. Parmi ces recommandations, on trouve celles qui concernent la réforme de la loi 3209. Pas moins de 26 articles ont été recensés pour modifier la loi 3209 afin de digitaliser le notariat et de rendre l'acte authentique électronique possible. Mais je dirais que la réforme doit être conduite avec une certaine intelligence. Comment? Ben, tout simplement, on ne peut pas imaginer aujourd'hui une réforme de la loi, une réforme au niveau de la loi seulement. Il faut que la loi pose les principes, mais il faut renvoyer vers des textes réglementaires. L'expérience française nous dit non sur ce point-là, puisque l'ordonnance de 1945 organisant le notariat prévoit justement que, en ce qui concerne l'établissement de l'acte et l'organisation des actes, est faite par décret pris en Conseil d'État. Nous aussi, je crois qu'on devrait s'inspirer de ce modèle-là pour poser le principe dans la loi 3209 et renvoyer vers un décret gouvernemental qui préciserait justement les modalités de la tenue et de la création de l'acte authentique électronique du notariat marocain. Le, la raison est très simple, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'information, la technologie évolue très vite et on ne peut pas se permettre justement d'avoir des dispositions légales contenues uniquement dans la loi parce que cela freinerait l'évolution du notariat dans quelques années. Euh, L'exemple type également est ce que nous vivons aujourd'hui avec le confinement. Les mesures sanitaires nous ont imposé une revue de fond en comble de notre organisation, mais malheureusement, nous ne pouvons pas établir des actes authentiques électroniques, nous ne pouvons pas établir des actes à distance parce qu'il faut réformer la loi 3209 et on sait tous que pour réformer une loi, il faut en moyenne 2 à 3 ans pour aboutir au processus législatif. L'aspect technique, il est fondamental qu'aujourd'hui le système d'information du notariat soit placé sur un réseau
privé sécurisé. Aujourd'hui, nous plaçons le système sur Internet, mais compte tenu de la confidentialité et l'importance des données qui véhiculent sur ce système, il n'est plus possible aujourd'hui de le faire sur Internet. Il faut un réseau privé sécurisé et il faut des investissements. Le notariat doit également investir pour avoir une signature électronique notariale. L'authenticité a son importance, c'est un moyen de preuve qui doit être sécurisé et on ne peut le faire que si on a une signature qui répond à des exigences très élevées. Ensuite, la formation. Alors, il est vrai que les conseils régionaux, le conseil régional de Rabat que je connais très bien, a bien accompagné les notaires dans le domaine de l'adaptation aux nouvelles technologies de l'information. Il édite régulièrement des manuels, des guides, des tutoriels pour accompagner les notaires, mais cela, à mon sens, n'est pas suffisant. Il faut avoir un cursus de formation adapté, aussi bien pour les notaires, pour les futurs notaires et même pour les collaborateurs des notaires. Le cursus de formation doit intégrer des notions en matière informatique, le droit informatique et également quelques notions sur le respect ou les moyens de se protéger contre l'usurpation ou contre les hackers et contre la cybernétique de manière générale. Enfin, l'ouverture des SI, il faut que l'État s'ouvre un peu plus sur les partenaires. Il est aujourd'hui très difficile d'établir un protocole d'échange entre deux systèmes, le système par exemple du notariat et le système d'une administration. Des réunions sont nécessaires, des comités d'organisation et des comités techniques se penchent pendant des mois pour aboutir à un processus viable. Aujourd'hui, je crois que l'État doit faire l'effort de normaliser ces protocoles d'échange et les mettre à la disposition des partenaires pour que la communication soit plus facile, aisée et sans qu'il y ait besoin d'avoir des réunions ponctuelles ou des réunions répétitives. Voilà. Conclusion. Ma conclusion, j'ai choisi de dire que la question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut ou non s'adapter aux technologies de l'information, mais à quelle vitesse faut-il le faire. Si nous voulons garder notre train d'avance, il faut aller à une vitesse très grande et il ne faut pas s'arrêter. Il faut réellement continuer à innover. Aujourd'hui, nous parlons du notaire augmenté, nous parlons aujourd'hui de 5G, nous parlons également de signature à distance, de blockchain qui représente une menace pour le notariat. Donc tout cela nous mène ou nous pousse à aller très vite et ne pas s'arrêter. Il faut accentuer la cadence, il faut multiplier les efforts pour que le système d'information des notaires ait sa place et qu'il soit reconnu par les notaires, comme cela a été le cas, parce que je crois qu'il y a quelques années, il y avait une forte résistance de la part des notaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, au contraire, ils sont très demandeurs, donc il faut profiter de cet engouement et cette expression de besoin chez les notaires pour justement multiplier les services, multiplier les moyens de faciliter la tâche aux notaires. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été long. Je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous voudriez me poser et auxquelles je répondrai avec plaisir.